Dans la première moitié du XIXe siècle, les socialismes utopiques de Fourier, d'Owen et de Cabet se développent avec l'idée commune d'association afin de refonder le tissu social brisé auparavant par la Révolution française. Mais ces socialismes restent peu accessibles et ne font pas encore grand écho dans les masses et chez les petites gens. Le terme socialisme apparaît pour la première fois en 1833 avec Pierre Leroux. Le mot socialiste a d'abord un mauvais sens, puis se forge en opposition à l'individualisme. Dans le socialisme, l'individu est subordonné au groupe social. Il s'agit en fait de réformer l'essentiel de la propriété privée, des moyens de production et d'échange par l'appropriation de ceux-ci par la collectivité, voire même, on le verra, de supprimer la propriété privée. Le socialisme veut se forger en premier lieu en réaction au régime libéral et tend à pallier aux conséquences néfastes de la révolution industrielle. En 1848, c'est la fin de la monarchie de Juillet. Donc Louis-Philippe Ier abdique le 24 février 1848 et le même jour, Lamartine, chef révolutionnaire, proclame la Seconde République. C'est pendant cette révolution, par exemple, que le drapeau rouge va se consacrer comme le symbole des socialistes, jusqu'à manquer de devenir le drapeau de la Seconde République. Mais Lamartine parvient à s'y opposer, car il le juge menaçant et triste dans son discours à l'Hôtel de Ville le 25 février 1848. Le tricolore demeure alors le drapeau officiel de la République, bien que le gouvernement provisoire laisse le port de la rosette à la hampe du drapeau comme concession. Le drapeau rouge laisse ainsi transparaître les aspirations, selon l'historien Pierre-François Soury, les aspirations à la justice sociale et à la réconciliation des peuples, et se hisse ainsi comme le drapeau du peuple ouvrier, selon la chanson révolutionnaire éponyme, le drapeau rouge. 1848, c'est aussi l'occasion pour les socialistes de mettre en application leurs idées, parfois à contre-courant de la République, on le verra. Et de nos jours, si le socialisme a perdu sa dimension révolutionnaire, son opposition au libéralisme et même oublié son combat démocratique pour la justice sociale, comme nous pouvons le constater avec l'emploi du 49.3 pour la loi El Khomri, il convient d'étudier comment s'est effectuée cette misère contemporaine du socialisme français. Donc mon questionnement se posera à partir de cette question: comment les doctrines socialistes en sont-elles venues au libéralisme? Donc à travers différentes figures du socialisme français, marquées par différentes révolutions, différentes crises et différents événements, nous constaterons les utopies, les échecs et les trahisons au sein de la famille politique socialiste. De l'assagissement progressif du socialisme jusqu'à l'aliénation avec le libéralisme, le socialisme se révèle aussi une doctrine plurielle. Il s'agit de voir en effet dans un premier temps les revendications socialistes dans la révolution de 1848 et la pensée proudhonienne, puis dans un second temps de traiter de la naissance du socialisme scientifique en France, et enfin de conclure sur l'essor du socialisme démocratique que nous connaissons aujourd'hui jusqu'à nos jours. Pour commencer, la révolution de 1848. Donc, durant cette révolution, une certaine commission du Luxembourg, présidée par Louis Blanc, met en place une nouvelle organisation du travail, afin d'améliorer le sort des travailleurs. Louis Blanc est de prime abord en fait un républicain socialiste. Il est responsable de la commission, se charge de l'amélioration de la condition ouvrière afin de répondre aux revendications du droit au travail. Il crée ce qu'on appelle les ateliers sociaux, de sorte à appliquer ses idées développées dans un ouvrage qu'il a écrit en 1839, qui est l'organisation du travail. Chez Blanc, l'État ne peut intervenir que pour favoriser le développement de l'individu. Une première commande en fait, de 100 000 uniformes pour la garde nationale démarre l'engrenage des ateliers sociaux, démarre la production des ateliers sociaux. Fait original, une garantie de moralité est formulée quant à l'embauche des ouvriers, tous payés avec le même salaire afin de prévenir l'empiètement sur ce qu'il appelle la part de ses frères ou l'accaparement des moyens de production, la subordination de l'homme au capital ou encore l'exploitation de l'homme par l'homme par opposition d'individus d'une même classe. Des contremaîtres et ceux qui travaillent. Là, il développe tout ça dans le Nouveau Monde le 15 juillet 1850. Les bénéfices générés par cette organisation du travail devaient être divisés en 3 parts. Une part pour les membres de l'atelier, une autre pour la solidarité, et enfin une troisième pour l'investissement à la production. Louis Blanc, c'est celui aussi qui émet l'idée de proportionnalité, c'est-à-dire la rémunération à partir d'un équilibre entre les capacités de production d'un individu et son besoin de consommation juste nécessaire. C'est ce dont j'ai besoin et selon mes capacités.
La Commission du Luxembourg, c'est également fait des mesures comme la réduction du temps de travail, l'abolition du marchandage, l'arbitrage des conflits entre patrons et ouvriers, la création d'associations de production et de secours mutuels contre la maladie, le chômage, la vieillesse, etc. Ce sont également des mesures qui seront défendues par des monarchistes comme Alfred de Falloux, Armand de Melun, qui participeront activement à l'adoption de ces lois sur les sociétés de secours, la caisse des retraites, les contrats d'apprentissage, l'amélioration des conditions de travail, la limitation du temps de travail féminin et des enfants, et tant d'autres lois encore. Cette organisation du travail, émise par Louis Blanc, se voulait opposer au libéralisme par un juste encadrement du travail avec l'État dans un rôle de régulateur raisonné, de réglementation raisonnée. Un autre membre de cette commission de Luxembourg intéressant, c'est Pierre Leroux, qui est aussi un républicain socialiste, et qui met, lui, en avant plutôt les principes de liberté et d'égalité, et fait figure en fait d'avant-gardiste en dénonçant déjà l'exploitation de l'homme par l'homme dès les années 30, bien avant Marx. Le socialisme associatif est aussi promu. Paradoxalement, les associations professionnelles et les ordres que l'on connaît comme les confréries, les corporations, les compagnonnages, les guildes, les congrégations, communautés, chapitres et universités ont été interdits en 1791 par la République elle-même avec le décret d'Allard et la loi Le Chapelier. Donc les socialistes comme Pierre Leroux ou Louis Blanc vont essayer de restaurer ça sous une forme bien sûr réformée et républicaine. L'idée de l'association contre l'individualisme, c'est ça qui demeure. Les ouvriers s'organisent dès lors en ligue, ce qu'on peut appeler aujourd'hui des syndicats, au début du XIXe siècle. Par rapport aux syndicats, on peut aussi rajouter qu'en 1865, le comte de Chambord Henri V réclamait lui aussi dans une lettre la liberté syndicale et le retour des corporations avec une participation populaire étendue aux élections. Cependant, en mai 1848, très rapidement, la commission disparaît avec les ateliers sociaux. Donc échec de cette première tentative d'organisation du travail. À la Révolution de 1848, on peut traiter d'un autre socialisme qui est le socialisme chrétien. Les socialistes chrétiens n'ont pas un poids conséquent dans cette révolution, justement en raison du manque d'homogénéité dans le courant socialiste chrétien. On compte néanmoins Philippe Buchet, donc qui est un socialiste chrétien et qui est le premier président de la Constituante de 1848. Le socialisme chrétien, on peut le résumer ainsi, c'est une recherche en fait entre la recherche d'une synthèse entre le christianisme, la révolution et le socialisme. Le socialisme chrétien relève également en fait de l'essence du socialisme utopique. Donc, socialisme utopique, c'est première moitié du XIXe siècle et qui s'apparente, selon Henri Bernat, à une mystique de générosité surchargée de charité et de bons sentiments. Donc, dans le socialisme chrétien, on trouve très présent l'idée d'égalité entre les hommes, de fraternité et de dignité humaine. Le socialisme chrétien se base en fait sur le serment de la montagne, dans l'Évangile selon saint Matthieu, prononcé par Jésus-Christ à ses disciples et à une grande foule. Il y a une recherche à se détourner des richesses, des plaisirs temporels, matériels, et l'aide aux pauvres est bien sûr encouragée. Le message est universel, il ne se dirige pas uniquement envers les prolétaires. C'est aussi bien la bourgeoisie que l'aristocratie, c'est un message universel comme le message du Christ. Le socialisme chrétien se divise en deux courants, donc le courant réformiste et un courant associationniste qui compte sur l'action des associations, des syndicats, des coopératives, des systèmes d'échanges locaux et d'expériences économiques alternatives. Et finalement, en fait, ce courant va être peu apprécié des socialistes en général, parce que des socialistes révolutionnaires surtout, car on y retrouve en fait beaucoup de royalistes légitimistes, partisans du corporatisme, comme Albert Demain, et même si en fait ce courant aura une grande influence parmi même les défenseurs du corporatisme, ou certains auteurs, comme on peut retrouver George Sand, Dostoïevski, Charles Péguy, et surtout Charles Péguy. Et le socialisme chrétien, en fait, manifeste une volonté de revenir à un temps surtout pré-capitaliste. Dans sa globalité, le socialisme est surtout empreint encore de déisme, d'une forme d'anticapitalisme qui est encore en gestation et que Marx va plus amplement définir par la suite,
et l'idée d'association chemine petit à petit comme une sorte de réforme du système corporatif d'Ancien Régime, qui a été en fait tant dénigré par la République. La révolution bourgeoise de 1789 a bien mis à mal la France et le monde ouvrier. Les socialistes réformistes de la seconde moitié du XIXe siècle tendent à pallier cette déchirure sociale. Le syndicalisme est appelé à devenir une forme d'organisation d'autodéfense de l'ouvrier, structurée autour d'une solidarité horizontale. La seconde moitié du XIXe siècle va aussi accroître la césure entre patronat et ouvriers. La révolution de 1848 a contribué au déclin du socialisme utopique en raison de l'échec des révolutions avec les forces conservatrices du Parti de l'Ordre, qui va être le parti dominant de la révolution de 1848, qui est composé de conservateurs en général, qui ont tenu à écarter les socialistes de l'échiquier politique. Et le rétablissement de l'Empire en 1852 va conclure leur échec. Avant de traiter du marxisme français, on va d'abord voir la pensée de Proudhon. Donc Proudhon, c'est un des plus influents penseurs socialistes français du XIXe siècle. Proudhon ne s'inscrit pas dans une pensée figée, mais développe tout au cours de sa vie son cheminement philosophique, économique et politique. Tantôt anti-religieux, tantôt profondément respectueux du divin, d'abord anarchiste, puis fédéraliste, la pensée proudhonienne est d'une profonde richesse pour qui veut la comprendre. Les idées de Proudhon ont eu un écho tellement important dans la société contemporaine qu'aujourd'hui, il y a une sorte de malaise quant à sa lecture, du fait qu'en fait ces idées ont été aussi bien reprises par les milieux anarchistes que par les milieux de l'Action française, milieux royalistes, anarchistes de droite, on pourrait dire même aussi, avec notamment l'expérience aussi du cercle Proudhon avant la Première Guerre mondiale. Proudhon, c'est un des seuls théoriciens révolutionnaires aussi qui est issu du peuple, ça c'est très important de le souligner. Il a souvent été associé comme le penseur des artisans, des paysans et des petits propriétaires, tandis que Marx est fils d'avocat. Proudhon se distingue pour sa participation à la Révolution de 1848 avec le journal Le Représentant du Peuple et est élu député à la Constituante. Il se fait le partisan aussi de la démocratie sociale, de même que Leroux que nous avons vu précédemment pour l'invention entre guillemets du terme socialisme. La pensée de Proudhon se résume surtout en trois notions: libertaire, anti-étatiste et fédéraliste. On va voir chacun. Le socialisme libertaire vise à l'abolition de l'État et du capitalisme, qui sont tous les deux indissociables, par la naissance d'une société dite égalitaire, fondée notamment sur l'autogestion et l'abolition de la propriété privée. La collectivité et l'autonomie de l'individu sont très importants dans l'épanouissement de la personne. Et nous, d'une certaine manière, avec les premiers modèles d'organisation utopique, la phalanstère, les Icariens, mais qui sont des modèles d'avant 1848, qui ont été des échecs, mais c'est une certaine ressemblance, parce qu'il faut bien comprendre que Proudhon aussi récusait les socialismes utopiques, justement, parce qu'il ne voyait pas de possibilité de réalisation. Chez Proudhon, il y a aussi la prééminence du questionnement sur une société parfaite, une société égalitaire, qui peut aller jusqu'à rentrer en confrontation avec la nature même de l'homme. Si l'idée de faire un homme nouveau n'est pas encore d'actualité dans le socialisme, la volonté de régénérer l'homme et la société corrompue par le capitalisme et le libéralisme poursuit son cours. Second point, l'anti-étatisme. L'anti-étatisme repose sur le raisonnement que l'État est aux mains des propriétaires, et Proudhon, dans son système des contradictions économiques ou philosophie de la misère de 1864, demande la pure et simple abolition de l'État et de l'autorité. C'est l'anarchisme proudhonien. Donc c'est une nuance, parce que l'anarchisme en soi, au sens strict, c'est l'absence d'autorité unique. Ce n'est pas, comme on a tendance à imaginer, le bazar. C'est l'absence d'autorité unique. Et l'anarchisme proudhonien, c'est la pure et simple abolition de l'État et de l'autorité elle-même. La petite nuance. Il en appelle, selon ses propres termes, à l'extermination du pouvoir et de la politique. Cet anti-étatisme va amener Proudhon à critiquer le socialisme et le communisme en lui-même. Il critique le socialiste Louis Blanc pour son penchant trop étatiste, justement, qu'on vient de voir avec les ateliers sociaux. Proudhon n'hésite pas aussi à critiquer Marx et le communisme. Dans son système des contradictions économiques ou philosophie de la misère, il écrit « Le communisme est synonyme de nihilisme, d'indivision, d'immobilité, de nuit, de silence ».
Les marxismes eurent leur revanche plus tard au XXe siècle en récupérant certaines des idées de Proudhon, ainsi que des principes, en les récupérant à leur sauce. On pourrait dire vulgairement. Enfin, le fédéralisme proudhonien. Le fédéralisme, selon Proudhon, se résume ainsi. Chaque groupe, chaque variété de population, chaque race, chaque langue est maîtresse de son territoire. Chaque cité garantie par ses voisines et reine dans le cercle formé par son rayonnement. Donc on retrouve toujours l'idée d'autonomie. Proudhon et la propriété. Est-ce que c'est une histoire d'amour entre eux ? Tout le monde retient la fameuse phrase de Proudhon sur la propriété. La propriété, c'est le vol. Mais Proudhon, il faut savoir aussi, on le sait, enfin, on retient surtout cette phrase, Proudhon précise aussi que, selon ses propres termes, la propriété, c'est aussi la liberté. Parce que Proudhon ne condamne pas la propriété en soi, mais plutôt l'injuste distribution de la propriété, qui est le fait de l'étatisme, qu'il décrit comme une erreur de compte. Proudhon, c'est l'homme qui réclame la substitution des liens verticaux par des liens horizontaux, fondés sur des liens mutualistes, c'est-à-dire l'établissement de relations économiques devant être le plus égal possible, les prix étant basés sur la quantité de travail nécessaire à la production. Alors que Marx qualifie Proudhon de petit bourgeois dans Misère de la philosophie, il finit par le reconnaître finalement comme le penseur le plus hardi du socialisme français. Proudhon a largement influencé le mouvement ouvrier et le syndicalisme français et conserve un important nombre de disciples au sein de la Commune de 1871 qu'on verra juste après. Il en garde aussi parmi l'Internationale de Londres en 1864. La charte de la CGT de 1906 se veut largement inspirée de la pensée proudhonienne. Léon Jouot, un autre cégétiste, poursuivra même sur cette ligne proudhonienne. Donc si le socialisme se pense révolutionnaire, la République conserve une place de choix au sein de ses doctrines. De plus, le système capitaliste est critiqué, mais la République n'est pas forcément substituée par un autre régime. Proudhon lui-même est un partisan d'une République décentralisée. L'héritage révolutionnaire, dans sa globalité, est conservé. Seconde partie, le socialisme scientifique. Donc le socialisme scientifique, c'est Marx et Engels qui l'ont théorisé, qui est appelé en fait à recevoir un plus grand écho dans la société française, en Europe surtout, enfin en Europe et aussi dans la société française. Et il se hisse comme une méthode scientifique d'analyse de la société. La révolution se veut comme nécessaire et dans l'ordre des choses, puisque l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes, c'est ce que Marx dit, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire des luttes des classes, ce qui est largement critiquable. La révolution est donc engendrée par l'évolution sociale dans ce raisonnement. Marx, c'est le genre de... Selon ce raisonnement, William Wallace, la révolution des Écossais en Angleterre contre le roi d'Angleterre, c'était une lutte des classes déjà. La construction des expressions socialisme utopique et socialisme scientifique se fait à partir de l'ouvrage d'Engels, éponyme Socialisme utopique et socialisme scientifique en 1880. Marx soutient depuis l'Allemagne la révolution de 1848. Elle a largement été influencée, la pensée de Marx, par le socialisme français, notamment Saint-Simon, donc socialiste du temps de la Révolution française, pour son industrialisme, et Proudhon lui-même. Les événements révolutionnaires en France, donc encore 1848 et la Commune, vont largement aussi inspirer dans la théorisation de Marx la lutte des classes et le processus révolutionnaire. Justement, on va traiter de l'épisode de la Commune. La Commune, qui se veut un événement particulièrement tragique en fait pour la vie politique française et qui décapite le mouvement socialiste en France. La Commune, c'est un brassage confus de jacobins, comme Delescluze, d'anarchistes blanquistes, qu'on traitera après, comme Eudes et Duval, de proudhoniens et d'internationalistes comme Varlin. La République est défendue, encore une fois, dans ce processus révolutionnaire de la Commune, comme le montre cet extrait de la déclaration au peuple français du 19 avril 1871. Je cite : « La reconnaissance et la consolidation de la République, seule forme de gouvernement compatible avec les droits du peuple et le développement régulier et libre de la société. » Encore une fois, il n'y a aucune substitution au régime préétabli dans le socialisme, dans cette révolution. Après, d'autres doctrines socialistes vont bien sûr prôner d'autres régimes,
et le plus radical, bien sûr, va être le communisme. L'autogestion, le fédéralisme, le socialisme municipal sont mis en avant. Il y a une recherche de l'unité politique et une tentative d'abattre le déclin contemporain. Je cite encore, « C'est la fin du vieux monde, gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des monopoles, des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage. La patrie, ses malheurs et ses désastres. » L'agiotage, pour ceux qui ignoraient, c'est la spéculation. Les revendications de la commune sont, encore une fois, de créer des institutions propres à développer et propager l'instruction. Ils étaient déjà pour, novateurs entre guillemets, ils étaient déjà pour l'école libre, laïque et gratuite, avant les lois Ferry. Je reprends. De créer des institutions propres à développer et propager l'instruction, la production, l'échange et le crédit, à universaliser le pouvoir et la propriété, suivant les nécessités du moment, le vœu des intéressés et les données fournies par l'expérience. Là, on a une vision globale de ce qu'était la commune. La commune, c'est aussi la semaine sanglante, donc qui achève la commune. Donc c'est un bilan très lourd parce que c'est près de 100 000 hommes qui meurent, soit le quart de la population masculine ouvrière de Paris. Le mouvement socialiste est dès lors décapité. Il a besoin de se restructurer et de se régénérer. Le socialisme scientifique va donner justement le nouveau souffle qui l'attendait et accentuer les distances entre patronat et ouvriers. L'introduction du socialisme scientifique développé par Marx et Engels parvient en France par l'intermédiaire du journaliste Jules Guesde, donc de 1845-1922 pour ces dates, qui est aussi un défenseur de la commune. Parcours d'abord anarchiste, partisan de Bakounine, contre l'autoritarisme de Marx, puis finalement, en 1873, va devenir profondément marxiste. Et c'est au cours des années 1880, avec l'aide de Marx lui-même, qu'il va importer le marxisme en France, avec les statuts notamment du Parti ouvrier français, qui sont coécrits par Jules Guesde et Marx. Il importe les thèses collectivistes. Avec Paul Lafargue, gendre de Marx, ils répandent avec le premier journal marxiste français L'Égalité de 1877 à 1883, ce que l'on pourrait qualifier d'un marxisme francisé entre guillemets, avec des influences telles que Rousseau et Blanqui. Mais le parti ne devient pas à proprement guédiste avant le congrès de Roanne en 1882, suite à de multiples scissions et mésententes, comme on en compte beaucoup dans l'histoire du socialisme. Le parti s'épanouit en se voulant l'instructeur et le recruteur du socialisme révolutionnaire. Le parti est internationaliste et entretient des liens avec le Parti social-démocrate allemand. Mais qu'est-ce que le guédisme ? Donc, le guédisme pose déjà la supériorité du parti sur les syndicats. Les guédistes contrôlent d'ailleurs la Fédération nationale des syndicats entre 1886 et 1894. Le guédisme se divise entre le Nord avec une forte implantation ouvrière et se divise avec le Midi, qui se manifeste comme une forme de radicalisme avec des cadres du parti issus souvent de la petite bourgeoisie ou de la moyenne. Le guédisme aussi se veut comme le gardien de l'orthodoxie marxiste, imperméable au bouleversement du début du XXe siècle, comme le colonialisme, l'impérialisme. Il y a une certaine immobilité de la réflexion qui lui sera reprochée et qui entraînera son déclin. Le guédisme se limite à répandre sous forme de catéchisme, de synthèse, l'idéologie marxiste en France. Le guédisme n'a pas su mobiliser la classe ouvrière, cependant, pour de grandes réformes. Par exemple, les guédistes participent très tardivement à l'affaire Dreyfus, un fait notable puisque en fait, Guesde ne prend pas part à la cause dreyfusarde lui-même, jugeant cette affaire comme étrangère au combat prolétarien du fait de l'origine bourgeoise, selon lui, de Dreyfus. Guesde est aussi opposé à la franc-maçonnerie, qu'il perçoit comme une alliée de la bourgeoisie et nuisible à la classe ouvrière, bien qu'en fait les francs-maçons émaillaient tout son parti ouvrier français et intègrent ensuite le parti socialiste de France qu'il créera. Ce dernier parti est créé conjointement par Guesde avec Lafargue et les blanquistes et se voulait en réaction à l'ascension de l'idéologie du bloc des gauches. Donc le bloc des gauches, c'est une alliance de forces politiques de gauche bien sûr, fondée sur la solidarité républicaine, qui ne s'occupe pas de la rupture entre les socialistes
et la République bourgeoise. On y retrouvera Jaurès et Mitterrand par exemple. Les guédistes condamnent la tactique dite participationniste, qui relève du socialisme réformiste, rejetant la violence et s'appuyant sur l'État pour réaliser la transformation sociale. Donc le participationnisme, c'est le rejet justement de cette tactique, c'est le rejet de la participation à des gouvernements dits bourgeois. Le guédisme est d'abord employé comme terme de dérision, et puis joue après un rôle important dans la création de la section française de l'Internationale ouvrière, plus communément appelée la SFIO, en 1905. Mais les idées guédistes déclinent sensiblement après ce congrès, et finalement les guédistes se retrouvent en minorité même au sein du parti. Considérés comme trop sectaires, car la discipline guédiste est extrêmement rigoriste et trop révolutionnaire, la dominante socialiste préfère se référer ensuite à Jaurès. Plus tard, le ralliement en fait, de Guesde à l'Union sacrée figure comme une trahison de son idéal révolutionnaire et même de son idée de non-participation à un gouvernement bourgeois, puisqu'il devient en fait ministre de 1914 à 1916 au cours de la Première Guerre mondiale, dans le cadre de l'Union sacrée bien sûr. Avant sa mort en 1922, sa dernière révérence révolutionnaire sera veiller sur la révolution russe. Guesde illustre à la fois en fait la difficulté qui se présente pour les révolutionnaires. C'est un dilemme entre soit participer à des gouvernements bourgeois ou patienter pour saisir l'occasion de renverser justement ces gouvernements par la force. Une scission intéressante des guédistes que j'aimerais traiter, c'est celle des possibilistes. Donc les possibilistes, c'est un courant socialiste qui était dominant à Paris avant l'arrivée de Jules Guesde. Cette scission, elle a eu lieu en 1882 lors du congrès de Saint-Étienne, conduit par Paul Brousse, Jean Allemann et Jules Geoffrin. Ils forment alors la Fédération des travailleurs socialistes de France. Ils affirment, là c'est intéressant comme tactique, ils affirment la nécessité de fractionner le but idéal en plusieurs étapes sérieuses, d'immédiatiser en quelque sorte quelques-unes de leurs revendications pour les rendre enfin possibles. D'où l'appellation de possibiliste. Ils cherchent à gagner les institutions, surtout au niveau local, en participant aux élections municipales par exemple. Et Brousse cherche quant à lui à gagner les monopoles économiques. Tactiquement, les possibilistes n'hésitent pas à s'allier aussi avec les républicains radicaux. Ils sont très portés sur les questions syndicales. En 1891, au congrès de Châtellerault, les almanistes les possibilistes se retrouvent dans le Parti socialiste ouvrier révolutionnaire, qui s'affirme antiparlementaire, fédéraliste et révolutionnaire. Pour les possibilistes, la lutte des classes pouvait déboucher sur la grève générale. Quand on entend aujourd'hui le slogan grève, grève, grève générale, ça vient de là. Enfin, quand on l'entend dans les manifestations. Mais bien sûr, déclin une nouvelle fois des possibilistes à la fin du XIXe siècle au profit de l'anarcho-syndicalisme et de Guesde. Une petite aparté importante que j'aimerais voir, c'est la part de la violence dans le socialisme. Cette violence, en fait, elle demeure encore présente au tournant du XIXe siècle, notamment chez Auguste Blanqui, fondateur du journal Ni Dieu ni Maître en 1880, qui est opposé aux élections jugées bourgeoises et se veut un révolutionnaire professionnel. Il fut d'ailleurs arrêté lors de la Commune. Il prône, lui, un collectivisme des moyens de production. Il pense que la révolution doit être le fait d'un petit groupe de personnes afin d'établir une dictature temporaire pour fonder un ordre nouveau. Il est partisan du triptyque liberté, laïcité, instruction. Il souhaite une révolution sociale pour l'émancipation des travailleurs. La violence, on la retrouve aussi dans les réflexions sur la violence de Georges Sorel au début des années 1900. Et c'est intéressant puisqu'aujourd'hui, quand on voit les manifestations de Nuit debout ou toutes les manifestations de gauche, entre guillemets, en général, on retrouve souvent des gens les bras levés devant les forces de l'ordre, où on retrouve souvent on entend souvent non-violence, non-violence. Ces gens ont souvent oublié en fait que la violence est intégrée au socialisme, et que la violence n'est pas un bien ou un mal en soi, ça dépend de la cause que l'on sert. Par exemple,
entre guillemets, quand Jésus a chassé les marchands du temple, il n'a pas monté nuit debout et crié non-violence pour faire ça. Non, il a pris un fouet pour chasser les marchands du temple. Donc il y a une juste colère, de même qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise violence. Bien sûr, c'est selon la cause, selon la raison. Nous, l'Action française, nous mettons la violence au service de la raison. Il ne faut pas l'oublier. C'était l'aparté sur la violence. Le socialisme scientifique, qui renouait en fait avec l'élan révolutionnaire, a finalement déçu les socialistes. Si la violence dans la rue reste omniprésente encore, la violence des idées décline sensiblement au fil des décennies, et les plus révolutionnaires se tourneront désormais vers le communisme et l'anarchisme. Ce qui nous amène à notre troisième partie sur le XXe siècle. Le XXe siècle met encore plus à mal le socialisme français à travers différentes crises, comme les deux guerres mondiales, le Front populaire, mai 68, l'ère-guerre d'Algérie, et tant d'autres. La Première Guerre mondiale divise les socialistes. Entre pacifisme et révolution, les socialistes sont partagés. Les socialistes sont partagés. Le XXe siècle, c'est également le développement du socialisme démocratique que nous connaissons aujourd'hui. Par rapport à cette divergence sur pacifisme et révolution, on retrouve Jaurès, qui se veut le porte-parole du pacifisme en France. La paix contre la guerre, quand Rosa Luxembourg en Allemagne ou Lénine en Russie prônent la révolution comme solution à la guerre. Jaurès, comme les socialistes de l'époque, les guédistes, croit en l'imminence de la révolution, bien que beaucoup plus porté sur le triomphe du socialisme par gradualisme, étape par étape, un peu comme ce qu'on pourrait trouver chez les possibilistes. Il cherche à consolider la République et travaille à l'unité face aux nationalistes très nombreux. Jaurès, bien que malmené par de nombreux marxistes français et allemands, est purement et simplement marxiste. L'unité socialiste et l'unité de la classe ouvrière ne peut passer que par la République, selon lui. Il a ces termes: sans la République, le socialisme est impuissant, et sans le socialisme, la République est vide. Il défend une alliance de la classe ouvrière, de la paysannerie et de la petite bourgeoisie. Péguy, disciple de Jaurès, qu'on a vu dans le socialisme chrétien, était son disciple et reniera profondément son maître plus tard, après son basculement dans le nationalisme. L'entre-deux-guerres, c'est aussi une période qui est propice au développement des déviances autoritaires du socialisme, bien que déjà passablement théorisé avant-guerre. Le terme socialiste-nationaliste, par exemple, est formulé le 12 mai 1898 par Barès dans « Que faut-il faire ?» À l'aube du XXe siècle, Berlin est le vivier où se forge l'orthodoxie marxiste, tandis qu'en France, le marxisme reste une implantation récente, comme on l'a vu avec Gued, et qui n'a pas su convaincre totalement la classe ouvrière encore. Ça viendra après, dans la première moitié du XXe siècle. Les socialistes luttent contre la démocratie libérale, puis l'affaire Dreyfus, justement, provoque un revirement. Les socialistes deviennent alors les gardiens de la démocratie libérale. Par rapport au socialisme autoritaire, Pierre Andreu, disciple de Georges Sorel, donc syndicaliste révolutionnaire, sort un ouvrage, Fascisme 1913, qui introduit le courant fasciste en France. Selon Georges Valois, nationalisme plus socialisme égale fascisme, et les deux composants forment un cocktail explosif. La question posée par Marcel Déat de socialisation du nationalisme ou nationalisation du socialisme illustre l'ambiguïté du processus qui conduit à succomber à la tentation fasciste. Pierre Drieux-La Rochelle, après les manifestations de 1934 et un voyage en Allemagne, se définit comme socialiste fasciste. Dans le fascisme, on retrouve des personnages comme Hubert Lagardelle, ancien partisan de Jules Guesde, penseur du syndicalisme révolutionnaire, de même que Jacques Doriot, et on retrouve des figures de gauche qui cheminent jusqu'au fascisme. Donc par contre, ce qu'il faut noter, c'est que si le socialisme traditionnel chez ces personnes est abandonné, l'idéal révolutionnaire reste prégnant, il demeure ancré chez ces personnes. L'antipacifisme, le souvenir de la Première Guerre mondiale, l'admiration pour ce qui se passe en Allemagne et en Italie, le concept de révolution nationale théorisé par Georges Valois, ont favorisé justement ces déviances. Je ne développerai pas plus, parce qu'on a déjà eu un cercle sur le fascisme et le nationalisme intégral que vous pouvez retrouver sur YouTube, mais c'était pour traiter justement un petit peu du socialisme fasciste, la question du socialisme fasciste. Après Jaurès,
c'est Léon Blum qui poursuit la théorisation du socialisme réformiste, jusqu'à favoriser son évolution vers un socialisme démocratique. Blum, c'est un disciple de Jaurès. Il a également été très influencé par Lucien R, bibliothécaire à l'École nationale supérieure, qui est un Dreyfusard, au moment de la crise justement de l'affaire Dreyfus. Blum se rallie au socialisme unitaire de tendance marxiste. Son engagement socialiste se fonde sur la morale en constatant la misère et l'injustice sociale. La question du pacifisme reste prégnante dans l'entre-deux-guerres, notamment autour de la guerre civile, encore une fois. La question du pacifisme reste présente encore une fois, notamment autour de la guerre civile espagnole de 1936 à 1939. On ne savait pas, les socialistes hésitaient à intervenir dans le cadre du Front populaire. Mais Blum va quand même apporter un soutien secret aux brigades internationales et aux antifascistes en général espagnols. Blum est défenseur d'une dictature du prolétariat exercée par les masses et non par l'autorité d'un homme. C'est le prémisse déjà d'une condamnation du stalinisme fortement autoritaire et étatiste. Il maintient que le socialisme démocratique doit perdurer pour entretenir l'activité de ses consorts moins portés sur la démocratie. Le socialisme démocratique, apparu après la Seconde Guerre mondiale, est une évolution en fait du socialisme réformiste, qui préconise des réformes sociales pour améliorer la situation des salariés et de ne transférer à la collectivité que les moyens de production les plus importants, par la nationalisation. Son socialisme repose sur la distinction entre exercice du pouvoir et conquête du pouvoir. C'est important chez lui, la distinction entre exercice du pouvoir et conquête du pouvoir, pour maintenir justement une dimension révolutionnaire au socialisme. Blum, c'est aussi la personne qui consacre l'antifascisme. C'est un véritable sursaut républicain auquel on assiste lors de la manifestation du 12 février 1934, en réponse aux émeutes populaires de 1934 qui avaient eu lieu dans le cadre des crises de la Troisième République et qui avaient tenté de prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Blum, c'est aussi la fraternisation des socialistes, des radicaux avec Daladier et des communistes avec Maurice Thorez, qui se poursuivra sous le Front populaire de 1936. D'ailleurs, il faut savoir qu'en fait, toutes les avancées sociales du Front populaire de 1936, les congés payés, semaine de 40 heures, se fondent en fait sur des prélèvements sur les salaires. Ce n'était pas gratuit, c'est des réformes sociales qu'on met en avant pour une fois que le socialisme était au pouvoir, entre guillemets, on a vanté les mérites de justement cette avancée, cette progression sociale, alors qu'en fait c'était retenu simplement sur les salaires. Le Front populaire met en place aussi à travers Léo Lagrange tout un tas de politiques culturelles, sportives, mais il ne dure qu'un dans le Front populaire. L'humanisme développé sous Jaurès et poursuivi ensuite par Blum met en avant l'idée que Marx développe, selon laquelle, je cite, les prolétaires n'ont pas de patrie. Selon eux, nous ferions donc partie en fait d'une humanité sans frontières. Une autre position de Blum, qui est intéressante, c'est qu'il est décolonialiste et paradoxalement, il est sioniste. Parce que je rappelle que le sionisme s'est fait sur la colonisation en 1947 de terres palestiniennes. La Seconde Guerre mondiale bouleverse le socialisme français. Parmi les 569 voix pour octroyer les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, 90 parlementaires socialistes votent pour, face à 36 socialistes qui votent contre. Vincent Auriol, socialiste français ayant voté contre, dira ce mot. Voici Léon Blum, quelques rares et fidèles amis autour de lui. Où sont les 175 parlementaires socialistes? Quelques-uns sans doute n'ont pu venir, mais les autres? Sur 150 députés et 17 sénateurs socialistes, nous ne sommes que 36 fidèles à la glorieuse et pure mémoire de Vaillant, de Gued, de Jaurès. Après-guerre, tous les socialistes compromis sous le régime de Vichy se retrouveront dans le Parti socialiste démocratique. Le socialisme peinera par la suite à se restructurer, la SFIO perdra bon nombre de ses adhérents et se verra en décalage avec les revendications de la jeunesse 68arde, lancée sur le détournement du progrès, l'initiation au féminisme et au militantisme pseudo-révolutionnaire. Ce qui est flagrant, c'est qu'on retrouvera en fait des révolutionnaires convaincus se ranger par la suite, comme Gérard Filoche,
anciennement trotskiste, membre de la Ligue communiste révolutionnaire, donc des durs, qui est aujourd'hui en fait membre purement et simplement du bureau national du PS. Cohn-Bendit, leader 68ard, qui se définit aujourd'hui comme libéral-libertaire. Après la Seconde Guerre mondiale, on ne compte plus vraiment de penseurs notables du socialisme français. La stratégie politique du ministérialisme et plus généralement du trotskisme, qui consiste à s'allier conjoncturellement avec les non-révolutionnaires, a scellé l'abandon finalement du combat révolutionnaire auquel se destinait le socialisme. La distinction chère à Léon Blum entre exercice du pouvoir et conquête du pouvoir, si tant est qu'elle a existé, a laissé place au carriérisme, à peine masqué de nos élites. Si les pancartes aujourd'hui fleurissent du slogan « Mais où est passée la gauche ?», j'invite en fait ces gens, ces personnes, à regarder derrière elles les compromissions du socialisme avec le régime républicain, le capitalisme, le libéralisme et aujourd'hui la mondialisation. Le socialisme porte en lui-même sa déliquescence totale de par ses origines libérales issues de la Révolution française. Socialisme et République s'auto-entretiennent jusqu'à épuisement de l'un d'eux. Pour conclure, il convient de rappeler que si tous les socialismes ne sont pas républicains, ils proviennent tous néanmoins des ravages sociaux et économiques de la Révolution française. La République a accordé la primauté à l'individuel et au règne du libéralisme économique, en abolissant les corporations et les différentes associations. Les travailleurs français se sont naturellement rassemblés en syndicats pour retisser un lien social. La Troisième République, en 1884, afin de diviser pour mieux régner, a contraint les syndicats à un groupement par classe, au lieu d'une organisation par métier, par profession. La corporation aurait permis la juste collaboration pacifique des classes et l'ascension sociale quand les socialistes vantent l'utopie d'une société égalitaire. On retrouve des syndicalistes révolutionnaires justement sur ce raisonnement, comme Édouard Berthe, qui ajoutait « Les classes sociales, loin de chercher à s'éliminer mutuellement, doivent plutôt se fortifier l'une l'autre jusque dans ce qui les oppose. » Donc contrairement au socialisme, la force du nationalisme intégral repose sur le fait qu'il ne s'effrite pas face aux intempéries, face aux ravages du monde moderne. Il est un phare dans le marasme idéologique que la République alimente en se construisant sur des conflits d'intérêts et la division des Français. La loi El Khomri était justement une occasion, dit-on, de convergence des luttes. À ce que l'on dit en tout cas. Les militants d'Action française ont manifesté par différentes actions à travers toute la France leur opposition à la loi El Khomri et poursuivront en ce sens. Nous ne sommes pas prêts de cesser à l'Action française de clamer que le roi sauvera la France et que la solution corporatiste répondra au désordre établi. Notre force est d'avoir raison, mais j'achèverai cette conférence sur ces paroles en fait de Proudhon, qui sont autant un encouragement qu'une mise en garde. Je cite « Après avoir démoli tous les dogmatismes, ne songeons point à notre tour à endoctriner le peuple. Ne nous posons pas en apôtres d'une nouvelle religion, fût-elle la religion de la raison. » Et je vous remercie.